quand on voit le film, disons que on est forcément choqué par la fin. C'est une fin très puissante, très forte, qui décroche, disons, le spectateur du cours du film, beaucoup plus qu'elle décroche le lecteur du cours de roman. C'est-à-dire qu'on passe à une sorte d'autre étape. On passe à disons, une espèce de dimension effectivement allégorique ou métaphysique, ce qui arrive souvent d'ailleurs dans les films qui se terminent dans le désert. Le désert étant évidemment un lieu qui ouvre à une question métaphysique, hein. Enfin, je veux dire, depuis Sternberg dans Morocco jusqu'à plus récemment Gus Van Sant avec Jerry, les fins de films dans le désert sont des fins qui portent une question métaphysique en elles. Et disons que là, on peut dire sans se tromper, enfin, que c'est une des grandes fins de films dans le désert, déjà. Juste commencer par là et dire qu'on a vraiment le sentiment que Clouzot, là, arrache quelque chose à ce moment-là, à son propre cinéma, hein. C'est-à-dire qu'il y a une force qui va aller chercher dans cette puissance allégorique de la fin de cette histoire entre Manon et Desgrieux, à laquelle il va imprimer dans le désert, c'est-à-dire au milieu du rien, quoi. Il va lui imprimer une force qui était en germe en fait, pendant tout le film, et qui va pouvoir littéralement exploser dans une forêt de cactus et dans le vide du désert. Alors, évidemment, cette explosion allégorique, elle est, elle se joue, disons qu'elle se joue à plusieurs endroits. Il y a quelque chose qui se décide là sur son cinéma, qui est, à mon avis, essentiel. Notamment, bon, d'abord par rapport à cette question du désert, parce que c'est censé être un espace de liberté et c'est un tombeau. Et donc Clouzot montre ce qu'il va montrer plus tard, par exemple, dans Le Salaire de la peur, c'est-à-dire comment l'espace libre se mue en prison. C'est-à-dire comment l'ouverture absolue et totale, l'horizon intégral en quelque sorte, se mue en quelques secondes, mais par une sorte de logique irrépressible, en fermeture absolue et en huis clos. Et donc ça, déjà, Clouzot va toucher là, de manière presque allégorique, une dimension essentielle de son cinéma, c'est qu'au bout d'un moment, tout se transforme en huis clos pour lui. Quel que soit l'espace, y compris l'espace qui est le moins fermé, a cette capacité à se transformer en huis clos entre deux personnes, et ce huis clos lui-même en huis clos de tous les huis clos, si je puis dire, c'est-à-dire en un tombeau, qui est même plus qu'un tombeau, c'est carrément un sarcophage quasi égyptien, hein, qui correspond au moment où Desgrieux va ensevelir Manon dans le sable, et qui est une scène absolument sublime, et qu'on retrouve, si on veut, un peu partout dans son cinéma. Le thème du sarcophage, par exemple, est quelque chose qu'on trouve dans son premier grand film, qui est L'assassin habite au 21, avec le personnage de Lalapour qui enferme la femme qu'on voit lui-même sortir d'un sarcophage, et qui enferme la femme dans la boîte sur la scène de music hall. Et là, on se retrouve avec Desgrieux qui va enfermer, qui va ensevelir, ensabler cette femme jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
le bout de son visage voilà, qui émerge. Et cette fin, c'est, quand je dis que c'est un geste presque inaugural et qui fait craquer quelque chose à cet endroit de son cinéma, c'est que cette fin, c'est la fin de son tout dernier film. C'est quasi le même plan qui termine Manon et la prisonnière, puisqu'on retrouvera Elisabeth Wiener momifiée, quasi de la même façon, à la fin, allongée, ne pouvant plus bouger, et étant, voilà, juste avec le visage, comme ça, qui émerge complètement statufié. Donc là, dans cette scène, déjà, Clouzot applique quelque chose d'une violence considérable au corps en général, au corps de la femme en particulier, et par lequel il va thématiser très fortement en fait les rapports homme-femme, c'est-à-dire des rapports de coercitifs, des rapports de limite de bondage, thème qui va courir au fond dans tous ces films, et qui sera évidemment le sujet même de son dernier film. Donc il est clair que cette scène, quand Desgrieux porte le cadavre de Manon dans le désert, en fait est une grande scène fétichiste. Elle est fétichiste ne serait-ce que parce que la façon même dont Desgrieux porte le corps de Manon est absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'au lieu de porter une femme voilà, ou un corps sans vie, comme on aurait tendance à le faire, c'est-à-dire en la portant comme ça dans ses bras, il va la suspendre par les pieds et la porter en arrière, sur son dos, en retrouvant en fait une iconographie du supplice, où on la voit, les mains pendantes, les cheveux qui tombent à l'envers, comme on le voit aussi, à mon avis, c'est aussi inspiré par évidemment les photos de Man Ray. Et cette mise au supplice, au fond, cette mise au tombeau qui est une mise au supplice, en fait, fait émerger aussi ce thème de la fétichisation en fait, du corps de la femme et des rapports en fait, amoureux entre l'homme et la femme. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au fond, il va déployer en fait, dans ce texte, cette fin de film, une espèce de sous-texte freudien très, très fort, inspiré au moins de trois grands textes de Freud, qui sont les textes qui circulent à l'époque et qui sont aussi la base en fait de la pensée surréaliste. Il y a le texte sur le fétiche et le fétichisme, qui donc, comme on sait, repose sur l'interprétation par Freud du conte d'Hoffmann, L'homme au sable, qui donc n'est évidemment pas du tout indifférent à la mise en scène de l'ensablement du corps de Manon dans la dernière séquence. Donc ce texte de Freud où il dit que l'homme a tendance, dans la psychologie de la vie amoureuse, que l'homme a tendance à choisir fréquemment ces femmes qui sont des courtisanes, pour donc être dans l'idée de la sauver. Lequel texte s'applique par ailleurs à un film comme Vertigo, puisqu'une des caractéristiques que pose Freud à cette idée que l'homme va sauver la femme, c'est de la sauver des eaux, en plus. Voilà, donc il y aura ce texte-là, il y aura cette idée de l'inquiétante étrangeté, qui est donc, pour reprendre ce que je disais, l'inquiétante étrangeté, qui est puisque je parlais de fétichisme tout à l'heure, qui est un autre texte, là, l'inquiétante étrangeté, effectivement, qui est un commentaire du conte d'Hoffmann sur l'homme au sable, et sur l'idée que la femme est à la fois morte et vivante, hein, puisque c'est
C'est le conte où il est question de l'Olympia, hein, c'est-à-dire de la poupée qui est animée et dont l'homme va tomber fou amoureux. Et donc, cette idée, à mon avis, là, pour la première fois, Clouzot la met complètement en scène, puisqu'on sait que c'est un thème qui va être chez lui, notamment à travers les poupées d'Ernst Bellmer, qui va être jusque dans son dernier film, le thème de la poupée, c'est-à-dire de l'être dont on tombe amoureux et auquel finalement on n'a pas accès. On n'a pas accès parce qu'il est à la fois mort et vivant. Et il y a effectivement dans cette dernière scène de Manon, qui est une scène complètement hallucinante, hein, au sens propre, hein, qui est une scène à la fois hallucinante et hallucinée. Elle est hallucinée à plusieurs titres, parce que les corps sont traités de manière folle. Donc, comme je disais, Manon, au lieu d'être portée à l'endroit, est portée à l'envers, parce qu'elle est ensevelie comme un pharaon dans le désert, parce que les cactus qui sont érigés comme ça, comme d'immenses personnages, ombres de personnes, mirages, et évidemment, puisqu'on est quand même dans une ambiance assez psychanalytique, évidemment d'immenses phallus qui sont quand même l'idée même, sur quoi repose le fétichisme, mais aussi parce que c'est une scène où on a en même temps la vie et la mort, puisque c'est une scène où la morte parle. On a tendance à oublier, mais c'est en revoyant le film en fait qu'on s'en rend compte, que Manon, qui est morte, parle dans la dernière scène. C'est-à-dire que l'espèce de tirade complètement hallucinante et d'une violence inouïe, hein, que Desgrieux fait à la fin du film, c'est-à-dire cette déclaration d'amour fou qui fait à Manon. Il ne la fait pas seule, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est présente, elle lui répond. Et il lui dit, il commence son dialogue en disant « Je suis heureux que tu sois morte ». Voilà. Ce qui est quand même une phrase qui est folle, mais à la dimension évidemment de l'amour qu'il éprouve. Je suis heureux que tu sois morte, maintenant tu es à moi, les autres ne peuvent pas te toucher, ils ne pourront plus t'aimer. Ta peau va craquer et tu sentiras la mort. Et là, on a un petit trou et on a la réponse de Manon, qui est en fait l'écho d'une phrase qu'elle dit dans la première moitié du film. Elle dit « Mais rien n'est sale quand on s'aime ». Et elle le dit exactement d'outre-tombe. C'est une voix d'outre-tombe. Et là, voilà, il dit « Et tu sentiras la mort ». Ta peau va craquer, tu sentiras la mort, et moi je t'aimerai toujours. Quand je dis que ces deux fins sont identiques entre Manon, qui est une sorte de répétition générale de la dernière séquence de La prisonnière, c'est parce que Elisabeth Wiener, dans La prisonnière, dit une phrase à peu près équivalente. Elle ne dit pas « rien n'est sale quand on s'aime », mais elle dit « on peut tout s'autoriser quand on s'aime ». Quand elle est prise dans le jeu sadomasochiste avec Laurent Terzieff, elle produit le même type de phrase. Et au fond, si on commence à regarder le cinéma de Clouzot, cette phrase-là, elle est dans tous ses films. Il a ce rapport, disons, à l'amour et à la sexualité très particulière, où finalement arrive un moment où il n'y a plus de frontières. Et c'est pour cette raison, je pense, que Manon aussi est vraiment le prototype. Je pense qu'il a fait une vraie rencontre en fait avec le roman de l'abbé Prévost. Il a compris qu'il avait là, qui est un roman extraordinaire, fascinant, dont on n'a absolument jamais fait le tour, puisque Manon est un personnage totalement insaisissable, parce qu'au fond, quasi toutes les femmes du cinéma de Clouzot sont des Manon.
C'est-à-dire sont à la fois sont des femmes qui vont déclarer à l'homme qui est avec elles qu'elles n'aiment que lui, mais qui toutes vont être en quelque sorte obligées d'aimer tous les autres hommes. C'est exactement le cas de Bardot dans La Vérité. C'est irrépressible. Ce sont des femmes qui... Mais c'est même le cas de Jenny de Suzy Delair dans Le Quai des Orfèvres. C'est-à-dire ce sont des séductrices et c'est plus fort qu'elles, d'une certaine façon. Donc c'est pour ça qu'elles correspondent exactement au type dont parle Freud, dont l'homme précisément va tomber amoureux, parce qu'il est, voilà, avec elle, il sera dans une situation où va pouvoir émerger quelque chose comme l'amour fou, justement. C'est-à-dire quelque chose d'à la fois vivant et mort, de saisissable et insaisissable, etc. etc. C'est-à-dire un amour sans fin, parce que, dont il n'a pas la solution. D'où, effectivement, l'idée que, à un moment donné, le bondage, c'est-à-dire le fétichisme du lien, qui est un des grands thèmes de Clouzot, mais qu'on ne peut thématiser que rétrospectivement à travers son dernier film, mais dont on voit qu'il l'occupe même depuis L'Assassin habite au 21, puisqu'encore une fois, le personnage de Lalapour dans L'Assassin habite au 21, sur la scène de music hall, ligote une femme. Et ça aussi, c'est une sorte de geste inaugural pour Clouzot, de commencer son cinéma par un homme qui ligote une femme. Et c'est ce type de fétichisme sexuel, enfin, et du lien qui explose, je pense, dans cette scène finale, en fait, avec Manon, où à la fois il la porte donc comme une suppliciée, il va l'ensevelir, il va la momifier, il va l'ensabler, il va la mettre au tombeau, littéralement, pour qu'elle ne bouge plus, qu'elle soit à jamais figée. Et là, à partir de ce moment-là, il va l'aimer. Mais il va l'aimer non pas parce que l'amour est plus fort que la mort, parce que ça c'est une phrase, voilà, qui est un peu creuse, dite comme ça. Il va l'aimer non pas au-delà de la mort, il va l'aimer non pas même dans la mort, il va l'aimer parce qu'elle est morte. Et ça, c'est absolument extraordinaire comme geste que va faire Clouzot. Il l'aime, il le dit, Desgrieux le dit, c'est dit textuellement. Je t'aime parce que tu es morte. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à arrêter quelque chose. Et moi, disons, à travers ça, et alors évidemment, il y a quelque chose de très puissant aussi, parce qu'il y a quelque chose de, comme dans Vertigo, de profondément nécrophile, parce que quand on demandait à Hitchcock de résumer son film, il disait, bon, c'est l'histoire d'un homme qui aime une morte. Là, c'est exactement la dernière séquence, raconte textuellement ça. Et même la réplique d'outre-tombe de Manon qui dit « rien n'est sale », accuse encore ce trait nécrophilique de la part de Clouzot. C'est vraiment, rien n'est laissé au hasard, on peut dire. Mais alors, évidemment, la question, c'est quelle est la conséquence esthétique de cette nécrophilie, et quelle est surtout sa raison. Pourquoi subitement introduire une scène autant fétichiste, où chaque image, même en quelque sorte, est fétichisée, les plans en contre-plongée sur les cactus, lui, elle tordue, la tête à l'envers, complètement ensablée, etc., qui est une scène, voilà, hallucinante et sidérante. Alors, évidemment, je pense que l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de trouver l'image qui exprime l'amour fou. Voilà. Et cette image qui exprime l'amour fou, si on essaye
de creuser un peu et de voir comment c'est à travers l'ensemble du cinéma de Clouzot. Elle a lieu dans cette situation inextricable du huis clos. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette relation? Elle dit, voilà, je t'enferme à jamais, je te ligote, je te momifie, je te mets dans un sarcophage, je t'arrête à jamais, et tu es morte. Dans cet arrêt-là, tu es morte, et comme ça, je te posséderai toujours. Mais qu'est-ce qui arrête un être et un corps à jamais? Non, je ne te posséderai pas toujours, je t'aimerai toujours. Mais je ne te posséderai jamais. Les autres ne pourront pas te posséder, toi tu es figé à jamais, et moi je t'aimerai toujours. Mais sans pouvoir te posséder puisque tu es morte. Et donc, à mon sens, cette idée qui est développée là, de la fixation à jamais, sans pouvoir être jamais possédé, bah, en fait c'est la définition de la photographie qui est donnée, exactement. Elle est à la et dans tous les films de Clouzot, c'est pour ça que la prisonnière, c'est l'aboutissement du cinéma de Clouzot. C'est pas juste subitement il s'intéresse à un photographe, il s'intéresse à l'art moderne ou à la photographie, je ne sais quoi. C'est la lente construction de la fascination absolue de Clouzot pour la photographie, dès le début de son cinéma et dans sa vie, et qui va construire comme ça progressivement, personnage par personnage, et thème par thème, et au milieu duquel, justement, cette situation totalement hallucinante du huis clos, où la résolution, au fond, est une résolution esthétique, une résolution d'image, au fond. Où c'est vraiment... on atteint, là, je trouve, quasi la pure définition de la photographie, mais de même que cette définition de la photographie, elle était déjà donnée dans L'Assassin habite au 21, justement par le personnage de Lalapour, qui, quand il présente la femme ligotée devant son public, dit « Je ligote Christiane Perrette », je crois qu'elle s'appelle comme ça, je la mets dans l'incapacité totale de pouvoir bouger, et je la mets dans la boîte vide. Voilà. Et là, elle sera morte. Et de cette mort, elle va ressusciter. Donc, à mon sens, parce que je fais une lecture photographique en fait, de l'ensemble de l'œuvre de Clouzot, mais là, il donne très exactement, au fond, ce qui sera développé plus tard dans La Prisonnière, de manière claire, c'est-à-dire vraiment sur le devant de la scène, et au fond, voilà, qui pour moi, vraiment, c'est la définition de l'image pure, telle que lui la fascine, c'est-à-dire dans lequel il peut avoir la résolution de cette idée de l'amour. Et ça, c'est le grand paradoxe de Clouzot, au fond, c'est que c'est un cinéaste photographe, mais lui-même est photographe cinéaste, et ce qu'il va faire à la fin, c'est qu'il va être le cinéaste d'un photographe qui va le représenter à l'écran. Et que donc il reste absolument, il est totalement fasciné par la photographie à cause de ça, mais tout ce qu'il pourra faire, c'est non pas arriver à produire une œuvre photographique, comme il a essayé de le faire, il n'est pas parvenu à le faire, mais de mettre en scène le processus par lequel ça arrive. Et que donc, il est clair que Clouzot ne fait aucun mystère de ça, hein, qui s'est totalement projeté dans le personnage de Terzieff, hein, puisque lui-même fait de la photo, enfin, c'est évident, quoi, d'une certaine façon. Et que, par ailleurs, aussi pour d'autres raisons, c'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi
voilà, dans le personnage de photographe de la prisonnière, voilà, il y a aussi le souvenir hein, de Michael Powell et de Antonioni. Mais ce sont, je veux dire, Terzieff, David Hemmings et Karl Böhm sont des personnages très très proches. Hein. Sont tous d'abord, sont tous des dandys, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont à l'écart du monde, tous, et dont justement la photo n'est pas, enfin, la photo décisive n'est pas leur métier. David Hemmings, il est vraiment photographe de mode hein, dans Blow Up. La photo qu'il prend Marion Park, c'est voilà, une chose à part. Et je pense que Clouzot, voilà, pour lui, qu'on considère aussi qu'il y a quelque chose de profondément déviant, en fait, dans la photographie. Voilà. Et qu'il va mettre en scène cette déviance-là. Mais comme si ça ne pouvait pas non plus devenir un métier. Complètement. C'est pour ça qu'il y a ce paradoxe. C'est-à-dire que le photographe qui prend la vraie bonne photo, c'est pas le photographe professionnel. C'est celui qui dévie de sa pratique photographique. C'est-à-dire qui touche quelque chose de plus qu'un métier. Parce que c'est une pulsion, morbide au fond, la photographie. Et que cette pulsion morbide, elle ne peut pas devenir un métier d'une certaine façon. C'est pour ça que c'est une chose de dandy, quoi. Enfin, Le cinéma. Et le cinéma met en scène ça. Ça lui permet de... C'est le truc du chef d'orchestre, quoi. Ça lui permet de mettre en scène ça. Mais non pas, sans doute, de le produire, mais de le voir. C'est-à-dire que ça met dans la situation du voyeur.